Bonsoir et merci d'être avec nous. La confrontation à l'échelon mondial entre dans une nouvelle phase avec les livraisons d'armes à longue portée à l'Ukraine, avec aussi la crise majeure ouverte entre les États-Unis et la Chine dans l'affaire du ballon espion. On y reviendra. Pour comprendre cet enjeu à un moment crucial, deux voix opposées, l'une occidentale, l'autre russe. Vous êtes, général Yakovlev, ancien vice-chef d'état-major au commandement des opérations de l'OTAN. Bonsoir. Bonsoir. Et vous, Alexandre Makagonov, vous êtes ancien conseiller porte-parole de l'ambassade de Russie en France. Bonsoir. Et merci à tous les deux. Commençons par l'événement, la livraison à l'Ukraine des bombes guidées d'une portée de 150 km qui permettent de frapper derrière les lignes russes. Comment l'un et l'autre, est-ce que vous jugez cette décision, général? C'est une escalade regrettable, mais inévitable. Tout simplement. Tant que l'agression russe continue, l'OTAN et d'autres pays que l'OTAN d'ailleurs, eh bien, voulant aider l'Ukraine légitimement, fournissent ces moyens. Je note que cette escalade, elle est incrémentale depuis le début. Parce qu'à chaque fois, il y a une notion de on franchit une étape et on espère que l'agression cessera. Elle continue à ne pas cesser. Alors on fait une étape suivante. On n'est pas dans l'escalade délibérée. C'est un retour sur la persistance de l'agression russe. Je suis d'accord avec le général, c'est encore un pas assez important vers l'escalade. Et comme a dit notre ministre Lavrov il y a quelques jours dans son interview, alors le plus long sera la portée des missiles fournis à l'Ukraine, le plus loin, la Russie sera obligée de repousser la ligne depuis laquelle s'effectuent les tirs sur le territoire russe. À qui la faute? À qui la faute? S'il y a une escalade, et vous dites tous les deux qu'il y a une escalade, qui l'a provoqué, cet échelon-là? Écoutez, mais il ne faut pas parler de l'escalade et qui a provoqué le conflit avant tout. Donc il y a une formule, une très belle formule qui est attribuée souvent à Montesquieu. Les responsables de conflits sont non seulement ceux qui les déclenchent, mais ceux qui les rendent inévitables. Donc là, vous savez, si on retrace l'histoire, vers 2014, l'arrivée au pouvoir de ce régime ultranationaliste propulsé au pouvoir par les forces extérieures, notamment par les États-Unis et leurs alliés. Et là, maintenant, tout cet engrenage avec les années, le régime qui terrorise sa propre population, le régime qui fait rien pour éviter la guerre, mais qui fait tout pour déclencher, pour que ce conflit ait lieu. Donc finalement, les responsables sont qui? On ne va pas refaire toute l'histoire tout de suite, on va y faire par échelon, mais là-dessus quand même votre réponse générale. Oui, la responsabilité, elle est clairement russe. En 2010, l'Ukraine a renoncé à sa candidature à l'OTAN. Et j'étais à l'OTAN à l'époque, en réalité c'est un soulagement côté OTAN. Il y avait des tas de raisons à ça. Et l'Ukraine a renoncé. En 2014, il y a eu cette révolution pour un État qui lui-même est né d'une révolution. Vous êtes peut-être mal placé pour juger de la légitimité de celle-là. Et à ce moment-là, il y a eu l'agression russe, la Crimée, le Donbass. Donc, qui est le premier agresseur? Si l'État russe ne s'était pas mêlé des affaires intérieures de l'Ukraine, on n'en serait pas là. Voilà. Si on reste un instant aux armes, qui dit plus longue portée dit possibilité de frapper derrière les lignes russes, voire sur le territoire russe. Est-ce que vous estimez qu'il y a une légitimité des Ukrainiens en légitime défense à frapper en Russie? Ils sont légitimes à frapper toute cible militaire, ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, parce qu'il y a eu quelques frappes en territoire russe. Ils sont parfaitement légitimes à le faire à partir du moment où ce sont des frappes sur des objectifs militaires et en particulier liés à l'opération en cours. Voilà. Maintenant, ils ont trop peu de munitions pour en consommer beaucoup côté russe, a priori. Exactement, en général, les cibles militaires. Mais ce n'est pas du tout le cas parce que chaque jour, méthodiquement, régulièrement, les partis ukrainiens bombardent les quartiers résidentiels dans les villes, dans les localités, les écoles, les hôpitaux, vraiment les bâtiments qui n'ont rien à voir avec l'infrastructure militaire. Et chaque jour, c'est les citoyens ordinaires, les gens, les civils qui meurent. À ce chapitre-là... Donc, est-ce que c'est la légitime défense? Il n'y a pas de défense du tout. Ce mot-là, ce n'est pas du tout impertinent. À ce chapitre, chacun pourra juger des proportions. Mais on est bien d'accord que la destruction de Mariupol, par exemple, très grande ville civile ukrainienne, c'est un des exemples majeurs qui montre que la Russie a frappé des habitations civiles à un échelon aussi énorme. Donc, tout d'abord, Mariupol, c'est comme le phénix, est en train de renaître de ses cendres. Donc là, vous avez montré sur votre chaîne les vidéos comment les nouveaux bâtiments sont construits et sont mis en service. Les clés sont dans une ambiance solennelle transmises à des nouveaux
à de nouveaux, disons, locataires de ces appartements et tout va bien. Mais bon, pourquoi la ville a été détruite? Mais parce que ces défenseurs, qui sont plutôt des fonceurs, là, ils se cachaient derrière ces bâtiments, ils se cachaient dans ces bâtiments, ils se cachaient derrière les dos des civils. C'est avec le genre que vous débattez, mais on ne peut pas vous laisser dire tout va bien. Quand on voit ces images, non, tout va pas bien. Il y a une destruction à un échelon incommensurable d'une ville de l'Europe. Et évidemment, aux yeux de nous, Européens de l'Ouest, c'est un crime de guerre. Enfin, il est clair que l'artillerie russe dispose de beaucoup plus d'obus que l'artillerie ukrainienne et qu'elle détruit beaucoup plus d'objectifs civils que l'artillerie ukrainienne. C'est un simple rapport, un rapport du nombre. Et puis, je me félicite de la reconstruction de Mariupol. Fondamentalement, je n'avais pas compris que la Russie était partie dans un plan d'urbanisme dans le Donbass, si vous voulez. C'est un peu cher payé quand même. C'est cher payé, oui. L'Ukraine avait toutes les chances de ne pas payer ce prix-là et avoir ces régions dans l'intérieur, disons, de leur pays. Il y avait des accords de Minsk qu'il fallait tout simplement mettre en œuvre. Et c'est tout, sans un seul coup de fusil, sans un seul coup de tir. L'Ukraine a préféré la guerre. Avant de refaire toute cette histoire-là, si on reste au thème de la livraison d'armement, de frapper à l'intérieur même de la Russie, est-ce que oui ou non, les Ukrainiens, selon vous, sont légitimes à frapper même jusqu'à Moscou, des infrastructures près de Moscou? Pendant les guerres précédentes, les Français attaqués par les Allemands ou les Soviétiques attaqués par les Allemands se jugeaient légitimes à viser jusqu'à Berlin. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens de l'OTAN pourraient viser, ou plutôt l'Ukraine, pardon, pourrait viser jusqu'à Moscou? L'Ukraine aurait le droit sur des cibles militaires. Maintenant, est-ce son intérêt? Franchement, je ne pense pas. Jusqu'à présent, les Ukrainiens ont fait une guerre limitée aux objectifs, comme on dit, de valeur opérationnelle, pesant dans le théâtre d'opération, pour l'essentiel sur le territoire ukrainien, soit dit en passant. Et voilà, pour l'instant, les Ukrainiens limitent la guerre à quelques frappes très spécifiques et mineures. Près, ils ont limité la guerre au territoire ukrainien. On a vu, ces batteries de défense antiaérienne sur des toits à Moscou. Ça veut dire quoi? Vous avez peur? Non, pas du tout, mais il faut être prêt à tout. À toute éventualité, parce que si avec cette nouvelle étape de l'engrenage, avec la livraison des armes, des munitions de l'emporter, etc., il faut s'attendre à tout. Mais en tout cas, la riposte sera ferme, ça c'est sûr. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que si une frappe substantielle a lieu en territoire russe, que se passe-t-il? Mais si vous avez bien remarqué, la partie russe ne bombarde pas les bâtiments, disons, administratifs ou les bâtiments qui servent à défense civile. Donc là, Kiev vit la vie normale. Donc là, vous parlez de des frappes sur Moscou. Mais à Kiev, les délégations étrangères visitent Kiev régulièrement. Presque chaque jour, il y a quelqu'un qui vient et tout va bien. Enfin, à travers les villes d'Ukraine, il y a quand même beaucoup de destruction de tous les côtés. Alors peut-être que Kiev, vous avez été, entre guillemets, plus gentil avec Kiev, mais il y a quand même pas mal de villes et de villages qui ont ramassé. Enfin, ceci, je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup d'intérêt à... L'Ukraine est ravagée, c'est un fait. Voilà, il y a deux parties qui se font la guerre en Ukraine, ça ravage l'Ukraine. Ça, c'est un fait. L'ancien président Medvedev, qui est vice-président de votre Conseil de sécurité en Russie, dit « Une défaite russe peut enclencher une guerre nucléaire ». Est-ce que c'est, selon vous, une menace réelle? Est-ce que c'est du bluff? Est-ce que c'est une manière de faire peur inutilement, réellement, l'un et l'autre? Qu'est-ce que vous dites à cela? J'y crois pas. L'Ukraine est le cas type du conflit régional limité. Alors, il n'est pas limité dans les moyens, parce qu'il y a une belle débauche de moyens. Mais on est clairement entre deux alliances nucléaires qui ont sanctuarisé leur propre territoire. La Russie est de fait sanctuarisée à 3 piqûres de moustiques près, et le territoire de l'OTAN est sanctuarisé. Et le problème, le malheur, c'est que l'Ukraine, elle, n'est pas sanctuarisée. Mais elle est hors du débat nucléaire. Vous avez prononcé un mot qui est un mot limité, mais en fait, ce qui est vrai, c'est que ce conflit perd toutes ses limites. Les lignes rouges sont franchies l'une après l'autre avec toute cette escalade des derniers mois. Et pour nous, pour les Russes, c'est évident que c'est pas l'Ukraine en fait qui est en jeu. Pour l'OTAN, c'est autre chose. Donc l'objectif principal, c'est mettre la Russie au genou. Donc là, peu importe le prix, l'OTAN est prêt à investir tous les moyens nécessaires pour justement pour vaincre la Russie sur le champ de combat, ce qui est impossible. Donc là, c'est une guerre beaucoup plus large qu'une guerre en Ukraine. Vous êtes en guerre contre l'OTAN? Non, c'est l'OTAN qui est en guerre contre la Russie.
sous forme hybride, peut-être pas directement, mais en principe, cette forme hybride, ça devient de plus en plus évident. D'abord, la situation dans laquelle nous sommes à l'heure actuelle, elle n'a pas été voulue par l'OTAN, par aucun des membres de l'OTAN. Ils ont tout fait pour éviter ça. Il faut quand même leur reconnaître ça. Ils ont tout fait et ils ont trop fait pour éviter ça. Ils ont été trop gentils, ils ont été trop crédules vis-à-vis du régime Poutine. Ils ont cru dans les promesses de Poutine. Ils ont cru que le président Poutine, il fallait lui donner une chance pour la paix, et on voit le résultat. Donc voilà, c'est vraiment à son corps défendant que l'OTAN et ses amis se retrouvent impliqués indirectement dans cette guerre. Alors maintenant, ce que fait l'OTAN, c'est pas pire que ce qu'a fait l'Union soviétique pour la Corée du Nord en 1950, pour le Nord-Vietnam, pour Mao d'ailleurs en 1945. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ce sont des chars soviétiques qui sont allés à Saigon s'emparer du palais présidentiel. Donc là, l'OTAN fait vis-à-vis de l'Ukraine exactement ce que l'Union soviétique a fait avec constance et application à l'égard des pays amis et frères. Voilà, c'est rien de plus. Au fond, c'est une opération militaire spéciale de l'OTAN. Bon, si vous croire, donc l'OTAN, c'est vraiment les gentils qui font jamais mal à personne et vraiment, c'est que des amis. Mais bon, c'est l'OTAN qui s'est rapproché tout près de nos frontières, après 5 vagues de l'élargissement. C'est l'OTAN qui continue à déployer l'infrastructure militaire près de nos frontières, à organiser les exercices militaires de l'Arctique jusqu'à la mer Noire. Et c'est toujours l'OTAN qui est impliqué dans tout un tas de choses qui menacent directement à notre sécurité. L'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, c'est la menace directe, même plus que directe, à notre pays. Car si vous déployez les armes, les missiles balistiques à la frontière russe, en Ukraine, ça prendra combien? 5 minutes pour arriver à Moscou? Pour un missile balistique, on ne peut pas se le permettre. Ça veut dire que vous n'accepterez jamais que l'Ukraine soit dans l'OTAN? C'est impossible, c'est hors de question. Ce sera toujours la guerre plutôt que ça? Mais c'est pas toujours la guerre, mais aujourd'hui, nous sommes en conflit, notamment à cause de ça. Mais je vous ai dit au début, l'Ukraine avait renoncé à devenir membre de l'OTAN en 2010. Et vous lui avez fait le coup de la Crimée après. Depuis, ouais. Donc l'Ukraine n'était pas une menace. En plus, l'OTAN, attendez. L'OTAN, c'est quand même des pays comme la France, la Belgique, l'Allemagne. La France, premier investisseur étranger en Russie jusqu'à avant-hier, si je veux dire. L'Allemagne, votre premier client. Et avec une position amicale à votre égard et compréhensive à l'égard de la Russie. Donc quand vous dites l'OTAN nous encercle, en quoi être voisin fait de nous une menace? La Belgique est un voisin de la France. Ce n'est pas une menace. La France est une voisine de la Suisse. Elle n'est pas une menace. Exactement. On a le droit d'être voisin sans être une menace. C'est vous, c'est votre pays qui a cette mentalité, cette crainte obsidionale de ce voisin est par définition un ennemi. Mais ce n'est pas le cas. Mais non, restons voisins, en bon voisinage. Pourquoi vous vous rapprochez de nos frontières? Pourquoi vous le faites? Restez chez vous, tout va bien. L'Union soviétique, il n'y en a plus, donc la guerre froide est terminée, mais restez alors là. Soit il faut que le temps se dissout, soit il faut qu'il reste où il était. Mais pourquoi se rapprocher de nos frontières? Quel est le sens? Alors si vous êtes vraiment amis. Alors, déjà, l'encerclement de la Russie par l'OTAN, 5 pays sur 14 de vos voisins, 1625 km sur 22 000 km de frontières terrestres pour la Russie. Pour parler d'encerclement, on a fait mieux. Et un des résultats de la crise actuelle, c'est que vous allez gagner sans doute 1300 km de plus de frontières avec l'OTAN, qui était impensable il y a 1 an. Donc, c'est vous qui, par votre menace permanente sur vos voisins, comme l'exercice Zapad 2011, qui a été très mal perçu par les pays baltes, parce que quand on voit le thème de Zapad, très franchement, on ne peut pas dire que c'était amical. Hein. Et même votre ambassadeur l'avait reconnu ce jour. Revenons à la question des voisins. Vous avez parlé des voisins. Alors oui, autour de la France, vous avez vraiment de bons voisins. La Belgique, la Suisse, l'Allemagne, le Luxembourg, oui. Mais lorsque, à vos côtés, vous avez un pays avec un régime à sa tête qui est ouvertement ultranationaliste et russophobe, le régime qui s'arme chaque jour, le régime qui est sponsorisé de l'extérieur et qui se met comme objectif de récupérer les territoires, disons, qui sont les vôtres déjà, de vous attaquer, et puis, à un moment donné, déclare ouvertement ses ambitions d'avoir les armes nucléaires. Qu'est-ce que vous allez faire? Pardon, quand vous dites qui sont les vôtres, vous pensez à quoi? Les territoires qui sont les vôtres? Mais par exemple, la Crimée. À la Crimée. L'Ukraine s'est fixée comme objectif officiellement récupérer la Crimée. À quoi vous pensez quand vous dites c'est territoire russe? Non, mais
là, par exemple, moi, j'avais en vue l'exemple de la Crimée. Parce qu'en 2019, l'Ukraine, officiellement, s'est fixé comme objectif de récupérer la Crimée. Ça, c'est la Russie. De facto, de juré, pour toujours, c'est la Russie. Ça a été la Russie et ce sera la Russie. Donc là, si l'Ukraine est dans l'OTAN et si elle veut un jour, d'ici le lendemain, récupérer la Crimée et entre en guerre avec la Russie, c'est tout l'OTAN qui doit entrer en guerre avec la Russie. Ce sera la Troisième Guerre mondiale, ce sera la fin du monde. Alors, est-ce que c'est vraiment si nécessaire et indispensable d'accepter l'Ukraine dans l'OTAN? Quelle valeur ajoutée à l'OTAN va apporter l'Ukraine? Général. Tout votre discours est fondé sur de facto et de juré. De facto, la Crimée est sous contrôle russe. De juré, la Crimée n'est pas russe. Le droit international, ça s'appelle le droit international. Ce n'est pas le droit moscovite. Ce n'est pas Moscou qui décide de qu'est-ce qui est le droit international. C'est la communauté internationale. Donc, par traité, admettons, en 1872, la France a perdu, par le traité de Francfort, l'Alsace-Lorraine. C'était le droit international. La France l'a reconnu. Il a fallu la Première Guerre mondiale pour remettre ça en cause. Donc, la Crimée n'a jamais été reconnue, même pas par la Chine, même pas par l'Inde, même pas par le Mexique, par la République de Djibouti. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand vous dites de jurer la Crimée ukrainienne, mais non. En droit moscovite, peut-être, mais pas en droit international. L'essentiel, c'est que la Crimée a été reconnue russe par les habitants de la Crimée, qui ont voté au référendum et ont voté à 96% pour leur attachement avec la Russie. Est-ce que la Russie a reconnu ce fait et la Russie a admis la Crimée dans sa grande famille? Cela contesté par la communauté internationale, vous le savez. Mais écoutez, la chose la plus importante, c'est que c'est accepté par les habitants, je répète, et par la Russie. Donc là, c'est la première chose. Deuxièmement, quand vous pensez du droit international, alors dans le cas du Kosovo, alors l'arrachement de ce parti serbe, c'est le cœur de la Serbie. Pour chaque Serbe, c'est quelque chose de vraiment qui tient chaque Serbe à cœur. Donc quand Kosovo était arraché de la Serbie, c'était selon quel droit, de quelle planète internationale ou locale, quoi? Quand le Parlement, même sans le vote des habitants, sans rien, le Parlement local décide de proclamer l'indépendance et c'est reconnu tout de suite par les pays occidentaux. Alors c'est selon quel droit? Je suis d'accord avec vous, M. Makogonov. Maintenant, vous parlez des élections. Il y a eu des élections au Kosovo à l'heure actuelle. L'immense majorité de la population a voté pour l'indépendance du Kosovo. Dans un référendum beaucoup mieux orchestré, contrôlé supervisé par la communauté internationale, dans des conditions tout à fait autres que le référendum fantoche et à la limite de la plaisanterie, enfin c'était pas drôle donc c'est pas une plaisanterie, organisé en Crimée. Il y avait eu un référendum en Crimée en 1991 au moment 56% des voix étaient pour l'indépendance de l'Ukraine. Exactement. Donc si on tient compte du vote populaire, à ce moment-là, ok, parlons du Kosovo et il faudrait que les Serbes reconnaissent que le Kosovo n'est plus serbe. Mais comment elle peut reconnaître selon quel droit? Si vous reconnaissez de la même manière, puisque vous reconnaissez le primat du vote populaire, eh bien allez faire des élections au Kosovo aujourd'hui et vous verrez que très clairement le Kosovo n'est plus serbe. Mais alors la Crimée n'est plus ukrainienne, de la même manière, selon la même logique comme la vôtre. Non, parce que votre référendum en Crimée est une insulte à la raison et à la façon d'organiser des référendums. C'est un référendum avec le fusil sur la tempe. Mais écoutez, quand la Suisse organise les référendums pour n'importe quelle question, même au niveau local, alors ça c'est la pratique démocratique normale. Pourquoi les habitants de la Crimée ne peuvent pas organiser un référendum chez eux pour voter justement leur attachement à la Russie? Tout le monde sait que dans le référendum que vous avez organisé, les gens qui étaient contre n'ont pas pu faire campagne, que les votes étaient déjà faits avant, que les Tatars n'ont pas été en mesure de voter, etc. C'est un référendum dont vous avez choisi les votants, en réalité. Donc il est sans valeur. Mais admettons, dans une situation post-guerre, il y a beaucoup de gens qui considèrent qu'à terme, un vrai référendum, pas un référendum à la russe, un vrai référendum, supervisé par exemple par l'OSCE, pourrait être une façon d'aborder le problème. Dans le rapport de force, et pas seulement dans la discussion historique, est-ce que la Crimée, pour vous, est la chose non négociable? Est-ce que jamais vous ne lâcherez la Crimée? Donc, tout d'abord, c'est une chose non négociable. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que ça contredit même à la constitution russe qui interdit toute tentative, toute idée d'aliénation de notre territoire. Donc voilà, c'est inconstitutionnel, tout simplement.
C'est non négociable, c'est tout. Point barre. Général. Oui, enfin bon, c'est la constitution russe. Ce n'est pas le droit international, M. Makogonov. C'est la constitution russe. Je comprends que la Russie se soit mise dans une situation compliquée aujourd'hui. Et d'ailleurs, avec les 4 nouveaux votes dans le Donbass, vous vous êtes compliqué la vie pour plus tard, ça c'est sûr. Ce n'est pas le droit international. Donc quand vous dites de jurer, précisez. De jurer Moscovite. Lors du référendum à Mayotte en 1976, la France a reconnu le résultat de ce vote. Mayotte est restée française, donc c'était quoi le problème? Donc là, c'est le même référendum. C'est le même référendum, la même procédure démocratique que nous avons organisée en Crimée, puis dans le Donbass, à Kherson, à Zaporijie, avec le vote, avec les gens qui votaient, avec les résultats qui étaient comptés, même avec les observateurs internationaux qui étaient sur place. Quelles que soient vos considérations, l'usage de la force, l'usage massif de la force, c'est-à-dire l'agression du territoire souverain de l'Ukraine par la Russie, est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est une erreur même qui doit mener devant les tribunaux? Vous savez qu'un certain nombre de dirigeants, Mme Colonna le disait dans cette même antenne il y a quelque temps, considèrent qu'il faut travailler sur un crime d'agression. De la même façon que déjà pendant la Première Guerre mondiale, les puissances y réfléchissaient. Est-ce qu'il faut considérer que la Russie a commis un crime d'agression? Ouais, bon, clairement, la Russie a agressé l'Ukraine, qui lui avait rien demandé, qui ne la menaçait pas, qui n'était pas membre de l'OTAN, bref, bon, en 2014, hein, et puis elle a remis une louche en 2022. Maintenant, sur le traitement juridique, il y a un truc qui m'ennuie là-dedans, c'est que c'est toujours le vainqueur qui fait le droit. Donc, on verra plus tard pour le traitement juridique. En attendant, il faut que l'agression cesse. Voilà. Ça veut dire quoi? Cesse, qui se retire de tout le territoire? Bah oui. Crimée compris. Crimée compris. À la limite, on peut discuter d'un référendum après coup, quand on aura calmé le jeu. Vous voyez ce que alors, c'est ni les Russes qui le veulent, ni les Ukrainiens qui le veulent. Et ma force de proposition, vous voyez ce que je veux dire, elle est nulle. Hein. Mais clairement, il faut que l'agression cesse, oui. À peu près, c'est ce que l'Ukraine propose dans son plan de paix à 10 points, notamment la reconnaissance des frontières de l'Ukraine à la date de 1991, le retrait des troupes russes complètement de tout le territoire ukrainien, etc. Mais c'est plus possible, c'est surréaliste, parce que là, ces territoires, ils sont désormais russes. Le Donbass, les régions du Sud, la Crimée, c'est russe. Alors là, il faut partir... Pas devant la communauté internationale, encore une fois, c'est vos référendums qui sont considérés comme illégaux par la communauté internationale. On ne peut pas regarder... tout d'abord, qui est la communauté internationale? Il faut le savoir. C'est combien? Une cinquantaine de pays qui ont adopté les sanctions contre la Russie? C'est ça la communauté internationale? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je répète, tout d'abord, c'est la volonté des gens sur place qui voulaient tout simplement sauver leur vie, qui vivaient au quotidien sous les bombardements ukrainiens et qui voulaient tout simplement revenir dans leur maison natale, voter au référendum et devenir une partie de la Russie. Donc là, c'est leur volonté qui prime pour nous. Ce n'est pas la vision de la communauté internationale représentée par quelques dizaines de pays. Mais M. Macron, je reviens à l'usage de la force à ce degré-là. Oui, il y a des conflits de frontières, même par exemple, entre la Roumanie et la Hongrie. Conflits historiques, ils ne se font pas pour autant la guerre. La Roumanie n'attaque pas la Hongrie ou vice-versa. On est quand même dans une communauté des nations civilisées où ça ne se fait pas. Normalement, il y a un cap là qui a été franchi par la Russie. Est-ce que là, selon vous, oui ou non, c'est un crime qui doit être jugé? Vous n'avez pas l'air d'y croire. Le traitement juridique, je ne sais pas. En attendant... Alors c'est un crime qui doit être puni. Alors il sera puni historiquement. Je veux dire par là, une défaite russe aura des conséquences catastrophiques sur la Russie, indirectement sur le reste du monde, parce que je précise que je ne souhaite pas le mal à la Russie. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne souhaite pas de drame russe. Est-ce que vous souhaitez cependant, est-ce que vous souhaitez que le régime Poutine tombe? C'est pas que je souhaite. Je pense que la logique ultime est qu'il tombe. Il tombera? Je pense qu'il tombera. Maintenant, c'est une théorie. Hein. Voilà, c'est tout. Bon, en ce qui concerne les crimes de guerre et les possibilités de juger pour les crimes de guerre, en fait, si on parle dans certains tribunaux pour les crimes de guerre, la chambre d'attente dans ce tribunal, elle est déjà pleine, en fait. Parce que d'abord, il faut juger ceux qui ont commis les crimes contre l'humanité pendant la colonisation, ce que certains dirigeants, y compris le président français, ont reconnu comme les crimes contre l'humanité. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il faut punir ceux qui ont bombardé l'ex-Yougoslavie pendant 78 jours, faisant 3000 morts et 13 000 blessés en utilisant les bombes, les missiles à l'uranium appauvri, ceux qui ont rasé de la carte du monde la Libye, ceux qui ont déclenché l'invasion en Irak, faisant 1 million de morts, personne ne sait combien exactement, personne ne les a jamais compté, c'est un chiffre qui reste toujours flou, mais c'est à peu près 1 million. Ceux qui faisaient la campagne militaire
très douteuse en Afghanistan, en faisant aussi des milliers de morts. Donc là, il faut d'abord juger ça. Et après, si les juges qui peuvent juger la Russie restent, ils peuvent voir. Votre réponse à ça, Général? Oui, c'est que tout ça n'explique pas pourquoi l'Ukraine a été attaquée. Vous voyez, je veux bien comprendre qu'il peut y avoir un débat de responsabilité, d'accusation, etc. Je suis d'accord avec vous. OK. Mais fondamentalement, puisqu'on est là pour l'Ukraine, oui, et l'Ukraine là-dedans, en quoi c'est sa faute? Pourquoi la Russie, qui nous en voudrait et qui nous reprocherait tout ça, avec plus ou moins d'arguments, pourquoi elle casserait la figure à l'Ukraine? Je vais vous expliquer brièvement la situation. Alors, imaginez un pays voisin, la France, avec une communauté francophone très nombreuse. Disons la Belgique. Bon, la Belgique, en général. Ça tombe du ciel, l'exemple. À un moment donné, un gouvernement francophobe, ultranationaliste, vient au pouvoir à Bruxelles. La première chose qu'il fait, ce gouvernement, il supprime le statut de la langue française. Donc là, il est interdit d'utiliser le français dans les médias, dans la vie politique, puis dans l'éducation, et puis même dans le quotidien, pour aller dans le magasin, ça peut être vraiment dangereux. Tu peux te faire taper. Là. Et puis, la communauté francophone en Wallonie, bien sûr, se révolte, n'est pas d'accord avec cette politique-là, et veut se rapprocher de la France ou faire la sécession, ou je ne sais pas, être attaché à la France. Et ce gouvernement ultranationaliste commence à bombarder la Wallonie. Qu'est-ce que la France va faire? Bombarder la Wallonie et le faire pendant 8 ans, faisant une quinzaine de milliers de morts parmi les Wallons francophones. La fiction belge que vous citez, c'est la même situation en Ukraine pour les Russes. Justement, ce n'est pas ce qui s'est passé en Ukraine. En 2014, il y a eu une instrumentalisation de certains mouvements dans le Donbass. Ce sont les Spetsnaz et les forces armées russes qui ont fait la guerre contre l'État ukrainien. Et les bombardements auxquels vous faites allusion, ce sont des bombardements de l'artillerie russe. La bataille de Severodonetsk, énorme, a été une bataille menée par des troupes russes camouflées en troupes locales. Le président Poutine, à l'époque, avait ironisé quand on avait vu des chars russes opérant en Ukraine, et il avait ironisé en disant « ce sont des gens qui sont partis passer leurs vacances avec leurs chars ». Quelle crédibilité, quand on entend des énormités pareilles, quelle est la crédibilité de votre discours de la répression ukrainienne, en l'occurrence dans le Donbass? Elle est fausse, elle est nulle. Ce que vous dites ne s'est pas passé. C'est une invention totale, une justification ex post d'une agression russe. Très bien. Alors, en 2014, on rembobine un petit peu là. En 2014, à Kiev, les forces ultranationalistes et russophobes sont propulsées au pouvoir grâce à un coup d'État, grâce entre guillemets, financé, orchestré, organisé par les forces extérieures, notamment par les États-Unis et leurs alliés proches. La première décision, c'est de supprimer la langue russe, ce qui nous plaît déjà à la communauté russe de l'Ukraine, parce que, je répète, et je souligne ce fait-là, il y a une vingtaine de millions d'Ukrainiens qui parlent russe. Pour eux, le russe, c'est la langue maternelle. Ils sont nés avec la langue russe. Donc là, on les prive tout simplement cette possibilité d'entendre le russe, de parler russe, etc. Je ne vous interromps indûment, mais sans refaire toute l'histoire, en 2022, sans remonter à 2014, on a un président élu, M. Zelensky, de manière démocratique, ça vous en convenez? Très démocratique, oui. 3 millions d'habitants de Donbass n'avaient pas de possibilité de voter. Lui-même est russophone. Il est russophone. Exactement. Il est juif. Et on ne peut pas dire que ce soit un nazi comme ça a été présenté par la propagande russe. Voilà. C'est quand même un État démocratique souverain que vous avez attaqué. Ça, en l'état. Les responsabilités, comme le rappelait le général aussi, on peut remonter dans l'histoire, mais tel que c'est là en 2022-2023. Comment vous osez appeler un État démocratique un gouvernement qui terrorise sa propre population pendant 8 ans, faisant 14 ou 15 000 morts? Quelle est la démocratie? C'est quoi? Quel est l'élément de démocratie dans tout ça, dans toute cette histoire? C'est incroyable. D'abord, vos chiffres de morts sont très contestés des deux côtés, beaucoup d'entre eux... Ils sont reconnus par les Nations Unies, par toutes les organisations... Les chiffres de l'OSCE, les chiffres de l'OSCE auxquels appartient la Russie, montrent bien qu'il y a beaucoup plus d'artillerie russe dans le Donbass que d'artillerie ukrainienne. Non, je parle de 14 000 morts, tout simplement, pendant 8 ans. Donc ce soi-disant génocide est une invention de votre propagande. Il y a eu, et ce n'est même pas une guerre civile, c'est même pas une guerre civile, c'est une guerre orchestrée par une puissance étrangère, s'appuyant sur des proxys
à l'intérieur. Et c'est l'artillerie russe qui a bombardé en Ukraine. On a des preuves, on a les photos, on a les traces. Messieurs, en arrivant à 2023, à la situation d'aujourd'hui, on voit bien que la situation est aujourd'hui internationale. On voit bien qu'il y a une forme d'expansion du conflit. Est-ce que vous considérez que l'OTAN et la Russie sont en guerre? Est-ce qu'on est entré, selon vous, dans une forme de troisième guerre mondiale? Oui ou non? Non. L'OTAN n'est pas en guerre contre la Russie. L'OTAN et ses amis mènent une opération militaire spéciale de soutien à l'Ukraine, dont j'ai cru comprendre qu'elle faisait l'objet d'une opération militaire spéciale de la part des Russes. Bon, l'OTAN et compagnie mènent une guerre sous forme hybride contre la Russie avec le seul objectif, l'Ukraine, c'est juste un instrument, ça ne sert qu'à cet objectif de mettre la Russie au genou. C'est l'objectif qui s'est fixé par les États-Unis, par d'autres capitales européennes. Donc l'Ukraine, c'est juste un polygone, si vous voulez, c'est juste un terrain de combat où le destin, soit de la Russie, soit de l'OTAN, est en jeu. Est-ce qu'il y a une logique à se parler? Le Parlement européen a voté en faveur de l'idée que la Russie est promoteur du terrorisme, c'est un État promoteur du terrorisme. Est-ce qu'il faut continuer à parler à la Russie ou considérer que, comme Daesh ou comme d'autres groupes terroristes, si on reprend cette logique-là, c'est fini, on rompt les amarres? Que la Russie, que les armées russes pratiquent une politique de la terreur délibérée, etc., d'accord. Mais en attendant, la qualification d'État terroriste, la Russie est un État, on doit traiter avec un État. On aime ou on n'aime pas, mais on doit traiter avec un État. À titre personnel, bon, je ne suis pas juriste, mais ces qualifications, je trouve que ça nous complique la vie. Wagner quand même. Wagner, Sébastien Lecornu, ministre de la Défense, disait ici même il y a quelque temps que Wagner a fait de la France son ennemi numéro 1. Pourquoi ? C'est la France qui s'imagine qu'il est l'ennemi numéro 1 de Wagner. Wagner a fait son job, rien de plus à dire. C'est la question de la perception. Si la France perçoit Wagner, une compagnie militaire privée, en tant que son ennemi... Qu'est-ce que vous appelez son job, Alexandre? Vous savez que ce mot va choquer beaucoup. Des repris de justice, des criminels qu'on va chercher dans les prisons, qui commettent notamment en Afrique des crimes massif. C'est ça, Wagner. C'est la compagnie militaire privée. Donc là, leur mission, c'est d'offrir des services de sécurité, etc. Donc là, c'est une compagnie privée, je ne peux pas commenter plus. Bon, là, vous connaissez Wagner mieux que moi, peut-être. Parce que là, qui vous croit, franchement, pardon. Vous présentez. Vous montrez, M. Prigogine et Wagner 24/24 à votre antenne. Je crois que tous vos spectateurs connaissent Wagner vraiment au niveau moléculaire. Qu'est-ce que ça représente, Wagner? Wagner, pour moi, c'est un étonnement parce que je ne savais pas qu'en Russie, un privé peut créer une armée et aller faire la guerre sur le sol national, puisque dans votre définition, c'est du sol national. Je ne savais pas. En France, si vous voulez créer une armée, vous avez un problème. Juridiquement, vous ne pouvez pas. Et donc je m'étonne que la constitution russe autorise la création d'armées privées. C'est faisant la guerre. C'est le cas. Votre constitution l'autorise explicitement. Il y a un article qui dit c'est possible. N'importe qui peut créer une armée. Navalny peut créer une armée. Non, mais tout d'abord, Wagner, ce n'est pas une armée, c'est une compagnie militaire privée. Pour le reste, pour leur structure, comment ça s'effectue, comment ça se fait, j'ai aucune idée. Voilà, mais ce qu'il contribue à la mise en œuvre des objectifs fixés dans le cadre de l'opération militaire spéciale, ça c'est le fait. Donc là, il se présente plutôt bien. Donc là, ils sont sur le front, ils sont très audacieux, très courageux. Ils sont sous le contrôle c'est ça qui est important. Tout le reste. Est-ce que la constitution russe autorise la création de sociétés militaires privées dotées d'armes de gros calibre, avec une structure bataillonnaire et faisant une guerre, tirant sur des gens et recevant des obus en passant? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que la constitution russe autorise ça? Dans la plupart des autres pays, la constitution confie le monopole des armes aux forces armées. Vous voyez? Ouais. Donc ça m'étonne. Il y a un trou dans votre constitution. Est-ce que la législation française autorise le recrutement des mercenaires via l'ambassade de l'Ukraine à Paris et leur envoi sur le front? Des mercenaires français qui, s'ils survivent, vont revenir en France traumatisés, avec les armes peut-être dans les mains, dans les poches, et personne ne sait quelles seront les conséquences. Il y en a des dizaines là-bas.
Ils se cachent même pas. Leurs profils sur Facebook, vous pouvez les voir là. Ils arborent leurs armes, leur uniforme, etc. Donc là, c'est ça qui est important. Et c'est ça qui est inquiétant pour les spectateurs français. Il n'y a pas d'armée française opérant en Ukraine. Alors que vous avez une armée Wagner ou une société militaire privée. Vous leur faites la pub énorme. Okay. Une société militaire privée Wagner qui a tous les attributs d'une force combattante. Voilà. Comment se fait-il que votre Constitution autorise la création de ça? C'est bizarre. Et je suppose qu'elle ne l'autorise pas. Et donc, pourquoi votre gouvernement ne met-il pas en œuvre les dispositions de sa propre Constitution qui garantissent le monopole de la force armée? Pourquoi votre gouvernement autorise-t-il autre chose que le monopole de la force armée? Et ensuite, comment se fait-il qu'il refuse de prendre la responsabilité légale des agissements de ces soldats? Vous avez vu quand ils ont tué avec une masse quelqu'un, un ex-déserteur. Je ne savais pas que le meurtre était légal en Russie. Mais c'est le cas. Ça fait plaisir vraiment de vous voir tellement inquiet pour la législation russe, pour la constitution russe, etc. Mais je dois vous dire, vraiment, vous devez vous préoccuper plus de ce qui se passe en France et quelles conséquences ça peut avoir pour la France. En ce qui concerne les militaires, vous avez mentionné les militaires. Donc, et on revient toujours à cette question de la guerre hybride qui devient de plus en plus en fait directe et évidente. Pardon, juste pour finir sur Wagner, est-ce que vous assumez tout Wagner, c'est-à-dire les crimes, les exactions de Wagner? Il fut un temps, pardon de vous le rappeler, où Vladimir Poutine faisait un peu semblant de ne pas connaître Wagner dans les conférences de presse. Là, vous avez évolué. Tout à l'heure, vous aviez l'air de les féliciter. Non, c'est vous qui les félicitez. C'est vous qui question. faites leur pub, c'est vous qui parlez sur Wagner. Ils font partie de l'opération militaire. Ça, c'est une chose, c'est évident. Vous les montrez sur vos écrans, donc là, tout le monde le sait, etc. Donc là, ça, c'est la réalité de la guerre, c'est une autre question. Si c'est une armée de Wagner, mais vraiment, mais c'est vous qui exagérez tout, qui gonflez tous les faits. Mais bon, ils sont sous le front, c'est tout. Il faut rappeler ce que vous représentez l'un et l'autre. Avant, naguère, vous étiez au commandement de l'OTAN, 1 milliard d'âmes, 1 milliard de personnes. L'armée russe, la Russie, c'est une puissance nucléaire, une des plus grandes puissances nucléaires de la Terre. Est-ce qu'il y a, de votre point de vue, une espèce d'escalade? Est-ce que nous sommes en train d'aller, comme beaucoup le pensent, pas à pas vers un affrontement généralisé? Oui ou non? J'espère que non. J'espère que non. Moi non plus, on appelle tous la Russie à la raison, qu'elle arrête. Non. Moi non plus, j'espère que non, mais vous voyez comment ça se déroule, cet engrenage. Par exemple, prenons l'exemple de l'Allemagne. Elle a commencé à aider l'Ukraine par les casques pour les militaires ukrainiens il y a 1 an. Là maintenant, c'est les chars Léopard. Les chars avec les croix de fer sur les tourelles. Vous savez ce que c'est pour nous, pour les Russes? Voir les chars allemands avec les croix de fer sur les tourelles. Ça fait bouillonner le sang dans nos veines. C'est absolument... Ça légitime défense. Légitime défense, charte de l'ONU, article de la charte de l'ONU sur la légitime défense. Ouais. Oui, l'article 51, selon lequel la Russie est intervenue justement pour protéger les populations du Donbass, parce que nous avons reconnu ces 2 républiques autoproclamées, et pour se défendre aussi, parce que là, la menace était directe, c'était inévitable. Votre agression, elle a prédaté la reconnaissance des 4 républiques du Donbass. Donc vous avez fait votre agression, puis après, vous les avez reconnues. Ce n'est pas le contraire. Donc l'article 51 ne s'applique pas à votre agression. Mais quel article s'applique à l'agression du régime de Kiev qui terrorisait sa propre population pendant 8 ans? Quel article, quelle législation, quelle constitution? Messieurs, l'un et l'autre, vous voyez ce qui se passe dans l'extension du conflit, peut-être à un autre degré, tout autre degré, mais entre la Chine et les États-Unis. Est-ce que c'est la continuation de ces axes? Est-ce que ce qui est en train de se passer, Pékin qui proteste après que les États-Unis ont frappé le ballon espion chinois, Pékin qui répond qu'il se réserve un droit de réplique. On verra quoi? Est-ce que la Chine ou les États-Unis sont dans leur droit, l'un et l'autre? Qui est dans son droit? Difficile de dire. Qui est dans son droit? Je suis tout à fait d'accord. La territorialité et l'altitude à laquelle a le ballon, on est dans une zone grise. À l'heure actuelle, il y a des satellites 100 km plus haut qui routinièrement survolent de tous les côtés, les Russes, les Américains, les Français, les Chinois, etc. Donc là, les Américains ont pris ombrage pour un ballon. Il est possible que le ballon était une provocation chinoise, mais c'est qu'un pauvre petit ballon, quoi. Donc, les Chinois sont alliés des Américains? Les Chinois sont alliés des Russes, pardon? D'un mot? Objectivement, oui.
On n'utilise pas ce terme allié. Voilà, nous avons une coopération avec la Chine qui porte tout à fait un autre caractère, vraiment. Là, maintenant, en ce moment, ça se trouve sur un niveau extraordinaire, notre coopération avec la Chine. Et pour nous, s'appeler allié, c'est pas une chose obligatoire qui nous fera plaisir. Là. Vraiment, on est amis, on est partenaires, nous développons la coopération stratégique vraiment à caractère global. C'est l'un des événements sur lesquels nous reviendrons. Merci à l'un et à l'autre, Général Yakovlev et Alexandre Makagonov, d'avoir été dans ce face-à-face. Et tout de suite, donc, nous revenons notamment à l'affaire du ballon chinois. À tout de suite.